Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. C'est parti pour le sommaire. Voile, le skipper yvelinois Louis Burton a terminé son tour du monde en solitaire et sans escale. Il termine finalement à la 3e place sur ce Vendée Globe 2020. Nous avons vécu de l'intérieur les dernières heures de la course, reportage à suivre. Football, Conflans continue son aventure en Coupe de France. Les hommes de Carl Priso se sont qualifiés pour le tour suivant en éliminant Vitry ce dimanche. Le résumé du match dans cette émission. Multisport, la crise sanitaire impacte de nombreux clubs cette saison dans le département. À quoi ressembleront les fins de saison pour le football mais également le rugby? Interview à suivre. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On commence donc cette émission par de la voile et le Vendée Globe 2020. L'Yvelinois Louis Burton termine finalement à la 3e place du classement après 80 jours en mer. Nous avons vécu de l'intérieur cette arrivée sur ce Vendée Globe 2020 à regarder. Bienvenue dans ce Vendée Globe 2020, nous sommes au Sables-d'Olonne. Dans ce reportage, vous allez voir les dernières 24 heures du skipper yvelinois Louis Burton. Regardez. Mais avant de voir les dernières heures de Louis Burton sur ce Vendée Globe 2020, je vous propose de regarder son aventure. Il était parti en novembre dernier depuis les Sables-d'Olonne. 2, 1, top! Louis Burton a connu de nombreux rebondissements dans ce Vendée Globe 2020. Dès le premier jour, le skipper est sanctionné d'une pénalité de 5 heures pour avoir franchi la ligne de départ 2 secondes trop tôt. Il ne savait pas encore que la victoire pourrait se jouer dans un mouchoir de poche. On s'en serait bien passé évidemment, mais on va essayer de se rassurer en se disant que 5 heures à l'échelle d'un Vendée Globe, c'est pas grand chose. Cafouillage dans le décompte entre ce que j'avais à l'ordinateur et puis ce que j'entendais à la VHF. Mais ce contretemps lui aura permis de réparer son bateau et être parfaitement affrété pour passer le cap de Bonne-Espérance. Affaibli par de nombreuses avaries sur sa grande voile, Louis Burton aura même frôlé l'abandon. Nous sommes le 20 décembre, le skipper qui n'a pas dormi depuis 2 jours décide de se réfugier à l'abri des vents forts derrière l'île Macquarie au sud de l'Australie. Il monte sur son mât effectuer des réparations en bravant sa peur du vide. C'est le bout du monde! Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. J'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la GV et on va allumer pour rentrer au sable. S'ensuit une magnifique remontée qui restera dans les annales du Vendée Globe de la 11e à la 1re position en franchissant l'équateur pour remonter vers les Sables-d'Olonne. Dans la dernière ligne droite, il est au coude à coude pour la victoire avec Charlie Dalin, Boris Herman et Yannick Bestaven. Tout se jouera dans les dernières heures de la compétition. Le skipper yvelinois Louis Burton, originaire de Rambouillet, arrivera entre 23h et 1h du matin ici au Sables-d'Olonne. Son frère Nelson, qui a lui aussi grandi dans les Yvelines, nous explique les derniers moments de Louis Burton sur son bateau et surtout dans quel état d'esprit il est après autant de jours de compétition. Je rappelle, 80 jours de compétition. C'est la fin d'une aventure incroyable. Si il y a 90 jours, on nous avait dit que ça allait se passer comme ça, je pense qu'on aurait signé tout de suite. D'une part parce que il va terminer devant, d'autre part parce que a priori l'objectif sportif sera rempli par rapport à ce qui s'était fixé, qui était d'être dans le top 5. Et puis surtout parce que sa course a été tellement incroyable et parsemée d'embûches, avec le pit stop à Macquarie, avec les ennuis qu'il a eu dans la descente de l'Atlantique à refaire sa cloison, avec la remontée incroyable qu'il fait dans la fin de l'Indien, dans le Pacifique, jusqu'à être premier au passage de l'équateur. Il est 20h35, Charlie Dalin arrive premier au Sables-d'Olonne. Louis Burton peut viser la 2e place au mieux. Une superbe performance selon l'Yvelinois Éric Bellion, participant sur l'épreuve en 2016. Sa course, elle est un peu folle. Il est allé dans tous les gros coups de vent. Il est allé à fond tout le temps. Donc je pense qu'il a fait vraiment une course extraordinaire. Il pensait vraiment être complètement décroché par rapport au peloton de tête et pas du tout. Il arrive dans les premiers, il sera peut-être le 2e à passer la ligne.
Donc je pense qu'il fait une course mais remarquable à tout point. Louis Burton a achevé ce jeudi 28 janvier, un peu après minuit, son Vendée Globe. Arrivé en deuxième position au Sable d'Olonne, il se classe finalement troisième derrière Yannick Bestaven, arrivé après, mais bénéficiaire de 10h15 de compensation, et Charlie Dalin. Boris Herrmann, son concurrent, a été contraint de fortement ralentir après avoir heurté un bateau de pêche quelques heures avant son arrivée. Un tour du monde en solitaire bouclé en 80 jours, 10h25 minutes et 12 secondes. Louis Burton achève ainsi son deuxième Vendée Globe en 3 participations, en 7 jours de moins que lors de la précédente édition en 2016. C'est une histoire sur une dizaine d'années qui s'écrit avec une équipe, qui s'écrit avec un partenaire, avec des sponsors. Et arriver à couper cette ligne en deuxième place, leur offrir ça, c'est une grande joie pour moi, une grande satisfaction. Et puis personnellement une grande fierté, parce qu'il a fallu aller la chercher du début à la fin, cette place. Le bateau Bureau Vallée 2 est bien à quai, Louis Burton et lui bien sur terre. Rendez-vous dans 4 ans, Louis Burton devrait participer à nouveau à cet Everest des mers. Rendez-vous dans 4 ans et peut-être avec une victoire au bout. Encore un grand bravo à Louis Burton. On continue par de la Coupe de France. Le match devait se dérouler à fin octobre. Il s'est finalement tenu ce dimanche. Dernier représentant du département, le club de Conflans recevait Vitry au 6e tour de la compétition. Les deux équipes de Régional 1 se sont livrées un beau combat et ce sont finalement les Yvelinois qui ont remporté à la victoire. Le résumé du match, un montage de Rémi Lefebvre. Ce dimanche 31 janvier, Conflans recevait Vitry à l'occasion du 6e tour de la Coupe de France dans une rencontre qui se disputait à huis clos. Une atmosphère particulière qui n'a pas bouleversé les joueurs locaux. Surmotivés, les Conflanais ratent une magnifique occasion en début de match. Quelques minutes plus tard, Conflans prend les devants grâce à cette superbe frappe en lucarne. Avant de réaliser le break 2-0 avant la 30e minute, Vitry tentera de réagir mais rate un penalty juste avant la pause. Quand on regarde de loin, elle est parfaite parce qu'on mène 2-0, mais il y avait beaucoup de choses encore à réguler. Il y a une transversale, un penalty peut-être arrêté aussi. On peut le voir aussi de ce côté. Donc, est-ce qu'on avait la baraka avec nous? Peut-être aussi. Mais on a tout fait pour. On a un surnom qu'on appelle, c'est les Dexter. On tue direct. Et là, aujourd'hui, on avait des attaquants. Ils ont tué. Ils ont vraiment tué la première mi-temps. La seconde période est moins riche en occasions. Les joueurs de Conflans défendent face aux offensives de Vitry. Les Yvelinois conservent finalement le score. Victoire 2-0, direction le 7e tour de la compétition. Très content après cette belle victoire là. C'était dur. Là, c'était dur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de match officiel. Mais bon, on a réussi à tenir les 90 minutes. Et voilà, on a une belle qualification et on va retravailler cette semaine. Franchement, aujourd'hui, on a vraiment kiffé. On savait que si on allait gagner, on allait rester toute la semaine ensemble et qu'on allait se revoir. Donc c'était vraiment l'objectif numéro 1, de se revoir et d'avoir une vie sociale comme le coach le dit souvent. Et du coup, j'ai envie de te dire que c'est réussi et on est content. Au prochain tour, le club de Conflans recevra Saint-Brice. L'équipe du Val d'Oise évolue également en Régional 1. La rencontre se disputera ce dimanche 7 février, toujours à huis clos. On vient de l'apprendre, cette nouvelle pourrait refroidir l'ambiance dans le vestiaire de Conflans. Le club yvelinois aurait aligné un joueur suspendu pendant la rencontre. Vitry a porté une réclamation. Le dossier est en commission et devrait être examiné demain. Conflans pourrait donc être disqualifié de la Coupe de France. Affaire à suivre. Ce match de Coupe de France était le seul autorisé dans le département des Yvelines ce week-end. Le contexte sanitaire explique tous ces reports. Une situation dramatique pour le district qui a déjà perdu cette année 2500 licenciés. On écoute Jean-Pierre Meurillon, le président du district. C'est notre Interview Express. On en est au même point qu'il y a maintenant 2 mois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer au football. Aujourd'hui, il y a un match de Coupe de France, hein, c'est le seul qui a lieu dans le département. Et simplement, les tout jeunes, les tout petits peuvent s'entraîner, mais encore sans contact, sans faire d'opposition, sans match. Donc c'est quand même une situation très complexe.
C'est sûr que si le foot ne reprend pas très bientôt, il sera très compliqué d'aller jusqu'au bout des championnats, avec tout ce que ça peut comporter derrière. Actuellement, la Ligue de football amateur a prévu qu'on pouvait faire seulement les hypothèses, seulement les matchs allés, puis ensuite faire des play-offs et des play-down. Mais ça suppose qu'on reprenne les championnats très rapidement. S'il y a un deuxième confinement, un nouveau confinement, ce sera encore plus compliqué, et je pense qu'on ne reprendra quasiment pas. Étant donné le peu de rencontres qui ont eu lieu en début de saison, on peut craindre qu'effectivement ça se termine par une saison blanche. Oui. Déjà, on a continué de faire un certain nombre de formations. On les fait pas en présentiel, mais en distanciel, par des visios. Et on tient nos clubs informés de ce qui se dit et de ce qui se décide au niveau de la fédération, au niveau de la Ligue de football amateur, au niveau de la Ligue. Et puis on continue de leur donner de l'information sur le foot. Et on espère tous que, in fine, ça finira par reprendre. On sait que déjà actuellement on en a perdu 2500, on n'est plus à 40 000, on est 2500 en dessous. Là où nous en sommes, même si on reprend, je pense qu'il nous en manquera 2000 à la fin de la saison. C'est dommage parce que ce sont surtout des petits qui ne viennent pas. Donc des primo licenciés, et les primo licenciés d'aujourd'hui, ce sont nos joueurs de demain. La crise sanitaire qui touche également le monde du rugby, un sport ultra populaire dans les Yvelines, avec 24 clubs dans le département. Depuis près de 3 mois, comme pour le football, les matchs ne peuvent pas se dérouler et la saison sera très difficile à terminer. Pour nous parler de cette situation, nous avons avec nous Lionel Garry, coprésident de l'Union Rugby Centre 78. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Chevalier, responsable communication du club de Versailles. Bonsoir. Bonsoir, Mickaël. Alors, est-ce que vous arrivez quand même à garder le moral, malgré tout ? Pierre, peut-être. Oui, on garde le moral. C'est-à-dire que le rugby francilien et yvelinois a montré je pense, d'abord sa capacité d'adaptation lorsqu'il s'est agi, après deux confinements, de redémarrer le rugby. Alors certes en protocole Covid-3, c'est-à-dire sans contact, mais ça permet quand même, notamment pour les petites catégories d'écoles de rugby et pôles jeunes, et aussi les seniors, de se réunir et au moins de faire du physique et un petit peu de skills, un petit peu de technique, à défaut de pouvoir réellement jouer au rugby. C'est pareil pour vous, Lionel ? Oui, strictement pareil. Effectivement, le rugby est resté mobilisé, en fait. Même pendant la période de confinement, pour les enfants, les éducateurs faisaient des petits ateliers, ils lançaient des petits défis. Dans toutes les catégories, on a conservé effectivement le lien en permanence depuis 3 mois. Et puis, comme dit Pierre, effectivement, on est au stade 3. Le protocole de la FFR nous interdit effectivement les plaquages. Je ne dis pas que de temps en temps, on n'est pas tenté de faire un petit toucher, mais bon, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le faire encore moins. Mais non, ça va. On note un énorme engouement chez les tout petits, notamment, dans l'école de rugby. Ils sont très motivés, et ils apprécient malgré l'absence de match, ils apprécient de se rencontrer. Il n'y a pas de lassitude peut-être chez les licenciés ? Forcément. Mais je sais pas, le rugby c'est un sport, dans notre ADN, il y a la bonne humeur, il y a l'envie de se rencontrer, c'est ce qui nous manque le plus, c'est la convivialité. Et ces petits moments de convivialité, on les trouve sur le terrain, même si on n'a pas le droit de se plaquer. Donc non, le moral est resté assez bon. On constate la même chose chez les petits, avec notamment un taux d'assiduité et de présence qui est assez intéressant, et malgré le fait que ce soit sur des longues passes du jeu au pied, en gros des prises d'espace, puisque justement il faut garder la distanciation sociale et la distanciation suffisante pour pouvoir pratiquer en protocole Covid-3, mais ça reste convivial. Alors évidemment, à défaut de lassitude, c'est plutôt l'impatience de redémarrer et d'avoir des matchs et de reprendre le contact et le plaquage. Lionel Garrigue, si j'ai bien vu, vous n'avez pas joué depuis le 18 octobre dernier. C'était une défaite contre Paris 40-10. Vous n'avez disputé que 3 matchs cette saison, c'est bien ça ? Moi j'ai 2 matchs, moi. 3 matchs pour moi, 2 matchs. Alors le retard est-il 2 ou 3 matchs ? En tout cas, est-ce que le retard est difficile à combler ? Est-ce que ça sera difficile de rattraper tous ces matchs ? Tout à l'heure, on a entendu le dirigeant du foot, là, et le retard, s'il devait être comblé, si la saison devait s'arranger, j'ai entendu parler de matchs secs qui pourraient s'organiser, autrement dit des matchs allés seulement.
Mais j'ai pas cet optimisme-là. Voilà. Avec Jacques Moreau, on n'a pas cet optimisme-là. On a peur effectivement d'une nouvelle période de confinement et puis de l'impossibilité de rattraper ce retard. Vous y croyez peut-être au spectre d'une saison blanche, Pierre Chevalier ? Malheureusement, oui. Il se profile de plus en plus. C'est-à-dire que quand on fait les calculs simplement d'agenda et quand on regarde les matchs qui resteraient à jouer en poule, puisqu'on sait déjà que les phases finales ont été supprimées pour cette saison. Donc déjà, ça fait une saison un petit peu particulière sans ce côté tellement idiomatique du rugby amateur des phases finales en moins. Donc quand on regarde l'ensemble des matchs qu'il reste à jouer, on se dit que l'équation est à beaucoup d'inconnus, peut-être trop, et que si on devait repartir en mars, comme c'est actuellement le cas, donc la compétition en mars, ça voudrait dire déjà qu'on soit susceptible et dans la possibilité de faire de la réathlétisation et de l'entraînement avec contact avant, c'est-à-dire en février. Les nouvelles que l'on a depuis récemment, avec pour l'instant un couvre-feu étendu et renforcé, voire un prochain confinement, nous laisse tous assez sceptiques sur la possibilité de reprendre une saison. Et quand on sait qu'elle va durer, elle ne peut durer que jusqu'à juillet maximum, entre au mieux mi-mars et mi-juillet, ça ne fera pas le compte. Donc ce spectre de la saison blanche, oui, il est bien présent. On parlait peut-être de matchs peut-être couperés avec des play-offs, des play-downs. Est-ce que vous y croyez, vous, Lionel Garrigue ? Est-ce que c'est peut-être une solution face à ce spectre justement de la saison blanche ? Si on nous le propose, on sera heureux. On partagera la même joie que les footballeurs de Conflans tout à l'heure dans les vestiaires. Non, on ne demande que ça, effectivement, mais je suis un peu sceptique comme Pierre. Pierre Chevalier, alors vous avez arrêté votre saison, si je peux dire, pour l'instant, le 25 octobre. C'était une défaite contre Soissons. Est-ce que, tout simplement... Victoire contre Soissons, pardon. Ah oui, est-ce que vous êtes pour l'instant premier du classement ? Est-ce que ça peut aussi retarder votre projet ? On sait que vous avez un projet à Versailles de monter dans les 2 voire 3 ans. Ça peut être un coup de frein, vraiment. C'est évident. C'est évident que ça rebat beaucoup de cartes. Actuellement, effectivement, on est premier de poule en Fédéral 3 et toujours, puisque ça ne s'est pas joué l'année dernière, toujours champion Île-de-France honneur pour l'équipe première et l'équipe réserve. On est assez fiers de pouvoir le noter. Jamais un titre n'aura duré aussi longtemps pour une équipe de rugby francilienne et régionale. Mais là, on est obligé là déjà de prévoir la saison prochaine et d'anticiper un certain nombre de points qui vont être à prendre en considération. Lionel le rappelait tout à l'heure, par exemple, sur le côté licencié, pour l'instant, on a de l'assiduité et nos licenciés sont là, sont présents. Donc, pas trop d'inquiétude, mais c'est encore fragile comme équilibre. Donc on va revoir un certain nombre de choses. Nos partenaires aussi, ceux qui nous soutiennent et qui sont tout le temps là, il y a ceux qui nous soutiennent coûte que coûte. Il y a ceux qui sont dans la difficulté actuelle économique et contextuelle. Donc il faut en gros faire les comptes dès qu'on aura les annonces à venir et qu'on sait comment cette saison 2020-2021 va pouvoir se terminer, pour pouvoir rebattre ces cartes-là et justement revoir nos objectifs. Il y aura toujours les mêmes objectifs de convivialité, de club familial, de prendre du plaisir sur le terrain. Quant aux objectifs sportifs, ils seront un petit peu revus, pas forcément à la baisse, mais au moins mis sur pause. Justement, ce problème des fois avec les partenaires, est-ce que ça peut mettre en péril un club, peut-être, Lionel Garrigue ? C'est pas forcément votre cas à l'URC 78. On est à peu près à la moitié de l'attente de nos partenaires et on sait que effectivement le corollaire de cette crise sanitaire, c'est la crise économique et c'est avec beaucoup de pudeur qu'on les approche en ce moment, les partenaires. Donc, mais on le fait quand même, on s'en prive pas et il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que tout à l'heure, il y avait une question qui se posait sur savoir comment fidéliser les joueurs et quelque part, on a fait 2 matchs, la licence est à 220 €, ça fait cher les 2 matchs, les 220 €, donc on se pose la question de savoir si on va faire un avoir pour la saison prochaine, pour nos joueurs. Un avoir partiel peut-être, mais au moins
les amener à les fidéliser et à ce qu'ils reprennent une licence l'année prochaine. Voilà. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux? Pierre Chevalier, peut-être, on commence par vous. Le retour sur le terrain. Après, maintenant, est-ce qu'on se le souhaite pour mars-avril, pour cette saison-là, ou est-ce qu'on se le souhaite pour septembre? Ça, les prochains événements le confirmeront. Lionel Garrigue? Oui, faut le souhaiter pour l'humanité entière, qu'on puisse sortir de ce marasme-là, c'est évident, et le retour sur le terrain ne sera le plus grand bien. Mais il y a des choses plus graves que de ne pas jouer au rugby. Voilà. C'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite de reprendre le rugby le plus rapidement possible. Bon courage à vous. Un mot des Jeux Olympiques. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des JO de 2024, sera ce mercredi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, site hôte pour les Jeux parisiens avec le cyclisme sur piste. Il participera à une rencontre avec des élèves des classes de CM1 et CM2 du territoire. Les étudiants découvriront également tout au long de la semaine les autres sites, comme le golf national de Saint-Quentin en Yvelines et la colline d'Elancourt qui accueillera les épreuves de VTT. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillera cette année l'Open de France du 6 au 9 mai. Le Tour européen et la Fédération française de golf ont annoncé cette nouvelle ce lundi après-midi. L'événement avait été annulé l'année dernière à cause du Covid-19. Pour l'heure, aucun spectateur ne devrait être présent pour l'événement, mais la situation sanitaire pourrait évoluer. Sur le parcours, les meilleurs Français devraient quant à eux participer à l'événement. On termine par de la course à pied, l'Écotrail de Paris. Le rendez-vous phare de la saison dans les Yvelines ne se disputera pas en mars, mais en juillet, le 3 juillet plus précisément. Les organisateurs ont décidé de déplacer le rendez-vous à cause de l'épidémie de Covid-19. Les organisateurs ont évoqué l'incertitude autour de cet événement pour justifier son report. Cette 14e édition avait déjà été reportée et annulée 2 fois en 2020. 5 distances seront toujours au programme, 80 km, 45 km, 30, 18 et 10 km. La course de 80 km s'élancera de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et le 45 s'élancera depuis le château de Versailles. Les inscriptions ouvriront dans les prochains jours. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.